Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h, vous le savez, entre midi et midi 30, vous avez la parole, c'est votre radio Sud et vous nous appelez 0826 300 300, vous participez également aux conversations avec le site sudradio.fr, l'application ainsi que les réseaux sociaux, notamment parce que dans les différentes régions, dans le Var, mais notamment en Gironde où les incendies ne cessent pas, où les flammes sont toujours de plus en plus spectaculaires avec de plus en plus de conséquences forcément sur les évacuations, sur le matériel, sur les pompiers de plus en plus fatigués, des conséquences économique, on en parlera demain à défaut d'avoir réussi à le joindre ce matin avec le président de la CCSI, la CCI, pardonnez-moi, de Gironde, avec les conséquences économiques pour les entreprises, pour le commerce sur place, Roland Lescure et Serge Papin, le ministre respectivement de l'économie, des TPE, des PME et du tourisme, avaient une réunion interministérielle, une réunion de crise ce matin et d'ailleurs la réunion de crise avait également concerné également le président de la République parce qu'à 10h il a suivi la situation entouré de tous les autres ministres et à mon avis ça risque d'être le rythme auquel cela va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine et jusqu'à la fin de ces incendies. 0826 300 300 pour témoigner, pour nous raconter ce qui se passe. Vous êtes habitant d'une commune touchée, ravagée par les flammes, vous participez à la fameuse solidarité qu'on voit se développer absolument partout. Vous êtes maire, vous êtes pompier, vous êtes responsable d'un restaurant où vous pouvez aider justement les associations, les habitants. Vous avez peut-être déjà accueilli des voyageurs qui étaient en pleine évacuation. Vous êtes vous-même un voyageur où les vacances ont été annulées ou qui est en train d'évacuer. Et ben ça tombe bien, c'est vous qu'on cherche. 0826 300 300, vous nous passez un coup de fil et on commence par vous, Claire, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Claire. Dans quel endroit vous êtes, d'où vous nous appelez, vous, ce matin, ce midi? Alors, moi je suis habitante du Porge et je suis évacuée sur le lac de la Cano à Carrère depuis mercredi dernier. Et alors, comment ça s'est passé là ces derniers jours pour vous, l'évacuation? Ça n'a pas été trop il n'y a pas eu trop de panique, ça s'est fait plutôt avec un peu d'ordre. Ça s'est bien passé, si on peut le dire comme ça? L'évacuation, nous étions en état de sidération. On était sous le nuage de fumée depuis le début de l'après-midi. Et donc, on a évacué le plus rapidement possible. Nos familles, c'est-à-dire mon mari, mon fils pompier, eux étaient déjà sur le front à ce moment-là. Tous les pompiers du Porge étaient déjà à l'œuvre. On est parti là où on pouvait, aussi vite qu'on pouvait, sans rien, en fermant nos maisons, en laissant tout sur place, sans savoir ce qui allait se passer et comment ça allait dégénérer. Et là, vous avez fils et mari sur le front là. Oui. C'est mon mari et mon fils cadet sur le front depuis mercredi dernier. Je peux vous dire donc qu'ils font partie des pompiers du Porge, qui ont essayé de sauver leur village, qui sont épuisés, anéantis, qui se sont vus abandonnés au profit du Cap Ferré, parce qu'on a demandé carrément textuellement aux pompiers d'aller défendre le Cap Ferré. Donc là, ce que vous nous dites, Claire, pour qu'on comprenne, pour qu'on poursuive la conversation avec la même base de discussion, vous nous dites que tous ceux qui étaient de votre côté, notamment du côté du Porge, etc., tout d'un coup, il y a eu une diminution des moyens des pompiers humains, parce qu'on vous a dit, bon les gars, vous êtes mignons, mais il y a le Cap Ferré à les sauver. Tout à fait, humain et matériel. Ils ont voulu réquisitionner des camions et les pompiers du Porge ont refusé. Enfin, ont fait ce qu'ils ont pu pour sauver en priorité leur village, sûr. Mais ils se sont retrouvés très très peu en sous-effectif. Ils avaient besoin d'énormément de choses et le feu est parti. Et le feu a rasé notre village. Et c'est une catastrophe pour tous ces gens, pour tous ces habitants. Nos pompiers sont à bout, sont épuisés. Voilà, où vont habiter maintenant, où vont aller vivre la population, où va aller vivre la population du Porge? Est-ce que les habitants du Cap Ferré vont leur prêter leurs maisons de vacances qui ont été sauvées des flammes? Voilà, on a du mal à respirer tellement on est angoissé, anxieux. Et puis nos pompiers, on a eu une énorme chance qu'il n'y ait pas de blessés, mais ils sont anéantis, ils n'ont pas pu sauver les maisons,
c'est une catastrophe. Notre village est mort. Notre village, c'est une catastrophe, monsieur. Mais ça, on n'en doute pas. Et en plus, on l'entend, Claire, avec la détresse et l'émotion dans votre voix. Une question encore, pardonnez-moi, parce que ça fait partie des sujets aussi qui sont très concernants et sur lesquels on a besoin d'avoir des réponses. Vous l'avez dit, votre fils cadet, votre mari, ils sont actuellement sur le front. Ils font partie des fameux et très courageux soldats face aux soldats du feu. Est-ce que vous, j'imagine que vous avez pu avoir quelques conversations avec eux. Est-ce que eux, depuis là où ils sont, depuis là où ils se battent, d'une certaine manière, ils vous parlent du manque de moyens, de ce qui ne va pas sur le terrain? Parce qu'il y a le travail politique, il y a l'administration qui essaye de rassurer tout le monde, mais on a quand même aussi la sensation que ici et là, il y a des pompiers qui gueulent, les cagoules qui sont pas les camions qui sont pas assez nombreux, les canagars qui sont pas non plus suffisants. Est-ce que vous avez tout ça, vous, Claire? Est-ce que vous entendez tout ça de leur part? Et oui, on entend tout ça de leur part. C'est ce qui arrive. En fait, depuis vendredi soir, ils viennent faire des pauses à la maison. Donc nous, on est hébergés. On a trouvé un logement d'urgence, voilà, et on fait table pour tous les pompiers. Ils viennent prendre des pauses à la maison. Ils viennent prendre le repas. Ils viennent se doucher. Et je vous assure, on les a vus arriver pour la première fois à partir de vendredi en pleurs. En pleurs, des pompiers qui sont pompiers depuis 40 ans, enfin, qui sont là en pleurs, qui se sont battus pour essayer de garder les camions, pour que les camions, 1 ou 2 camions restent au moins au port. C'est un manque de moyens criant, enfin, c'est catastrophique. Eux, ils sont anéantis, je vous dis bien anéantis. Et vous, Claire, comment vous observez tout ça, dans le sens où on entend la détresse, on entend l'inquiétude évidemment, la peur concernant ce village dans lequel vous aviez vos affaires, votre histoire, votre maison qui n'est quand même pas rien, parce que ça représente une maison dans une vie. Comment vous l'envisagez, vous, votre vie dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines? On navigue à vue. On n'a aucune, on ne sait pas ce soir, on ne sait pas demain. Pour l'instant, on se projette pas du tout. On est sidéré, on est anxieux, on est complètement abattu, on vit au jour le jour, quoi. On avance, on ne sait pas comment on avance, on ne sait pas comment on tient debout. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Et puis, il y a cette colère qui monte, quoi. Mais ça, on sent la colère et on sent qu'elle est présente chez tous ceux qui subissent cette situation, parce que parfois, manque de réponse, manque de communication, manque de projection, et l'impression parfois qu'on ne fait jamais assez. Vous avez raison de le préciser, Claire, et je vous remercie de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300, d'avoir parlé vrai et d'avoir pris le temps de poser ces mots sur tout ce que vous traversez. Suite de la conversation, 0826 300 300, on est avec vous, Frédéric, bonjour. Bonjour Monsieur Liedo, bonjour tout le monde, bonjour Madame Claire, etc. Les salutations sont faites, Frédéric. Vous nous appelez de quel coin? Depuis Saint-Aubin-de-Médoc, c'est tout ça? Près de la route de la Cano? J'habite Saint-Aubin, voilà, tout près de la route de la Cano. Et vendredi soir, donc j'étais avec mes voisins à prendre l'apéro. Il y avait quelques petites cendres qui tombaient du ciel, etc. Il y avait une forte odeur de fumée. Et tout d'un coup, on a eu des appels d'amis qui nous ont dit vous devez évacuer. Voilà, où est-ce que vous allez aller, etc. Ah bon? On a absolument rien reçu. On n'était absolument pas au courant qu'on risquait. Mais vous étiez à l'apéro, Frédéric. Non mais même, on a absolument pas eu de message sur notre portable pour nous dire. Bon, quand on s'est dit très bien, on y va. Donc on est parti vite fait. Et pourquoi? Alors j'ai pu partir parce que moi j'ai la chance d'avoir ma mère qui habite à Villeneuve dans la Saint-Aubin, c'est situé au nord-ouest de Bordeaux, de la métropole de Bordeaux. Et ma mère habite à Villeneuve-d'Ornon, qui est au sud de la métropole de Bordeaux. Donc très éloigné, au moins il y a 40 minutes de route pour y aller. Et donc, j'ai pu aller à Villeneuve, et là, je me voyais à l'abri. Mais ensuite, il y a eu j'ai pas attendu de recevoir un SMS supplémentaire ou quelque chose. J'ai pas attendu parce que je me suis dit, on est en France, l'organisation, ouf. Et donc, je suis descendu, j'ai pris ma voiture, et ensuite, on a vu là récemment donc le feu. Il y avait une poussée de feu qui est descendue vers le sud-est, qui a coupé la route d'Arcachon. L'autoroute de Bayonne a été fermée, et la commune de Cestas a été évacuée.
provisoirement. Et ensuite, derrière Cestas, si vous suivez le sud-est, c'est Canéjan, Gradignan, Vinal. J'ai la carte sous les yeux, tout va bien. J'ai la carte dans le crâne. Donc ma mère étant ayant 93 ans et avait d'énormes difficultés pour marcher avec des douleurs au dos, je me suis dit bon, je vais pas attendre qu'on soit obligé de partir en urgence en courant. On va organiser ça calmement et on va partir direct. Je ne sais pas du tout si ça va progresser jusqu'à Vinal, mais on part. Mais en tout cas, vous avez décidé d'anticiper, Frédéric, on le sent bien. Et puis sur l'aspect, bien sûr, en plus de ne pas recevoir tous les éléments, ça fait vraiment penser une fois plus au maire de Cestas qui était avec nous tout à l'heure et qui nous expliquait qu'il n'avait pas eu le temps de remplir, enfin que les papiers dont il avait besoin pour faire des pare-feux n'avaient pas été remplis à temps, donc que sa commune avait brûlé. Enfin, ça fait vraiment partie des choses comme ça. Ne pas transmettre les bons ordres d'évacuation, ne pas être en capacité à un niveau important de transmettre un SMS avec la fameuse alerte, comme quand il y a de véritables dangers, ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs au passage, c'est en effet incompréhensible. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir passé un coup de fil et de nous avoir appelé sur Sud Radio 0826 300 300. Il est 12h14, on poursuit la discussion jusqu'à 12h30. Vous êtes habitant concerné par bien sûr ces flammes et ces incendies qui ravagent la région de manière spectaculaire. Vous faites partie, je sais pas moi, des pompiers, des habitants qui organisent la solidarité dans leur commune, qui ouvrent leur domicile, qui aident à distribuer les repas dans les salles communes. Tiens, peut-être même que vous êtes restaurateur, maire, vous-même pompier, un peu comme Claire qui nous a passé un coup de fil et qui nous a expliqué que quand même son fils cadet, son mari était pompier et que ça restait plus qu'une épreuve. C'était compliqué, qu'il y avait quand même des couacs ici et là. Vous voulez passer un coup de gueule, vous avez un coup de gueule également à faire passer à l'antenne, ça tombe bien, on est ensemble jusqu'à 12h30. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 0826 300 300, c'est la France au bout du fil, votre rendez-vous avec vous, amis auditeurs, et vous savez que ça vous concerne particulièrement cet été où les feux violents, spectaculaires, qui ravagent le territoire, le Var, la Gironde notamment, avec une météo qui serait, je le dis bien, en théorie un peu plus favorable, des heures donc décisives avec des engins militaires, des engins civils qui creusent ce qu'on appelle des tranchées, des pare-feux un peu partout dans les différentes forêts en espérant que celui-ci se stoppe alors qu'il est à près de 20 km de Bordeaux. Des inquiétudes forcément existent sur cette ville-là et vous êtes pompier, vous êtes concerné, vacancier, évacué, propriétaire de ces terrains, vous êtes peut-être maire même et vous participez à la solidarité d'une manière ou d'une autre, peu importe. Venez avec nous en parler au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais merci à vous Olivier d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez tout ça? Vous, est-ce que de votre côté vous êtes un peu concerné par ce spectacle? Dites-nous tout. Moi je suis bordelais, je peux vous dire déjà que hier il y avait une espèce de brume dans Bordeaux, ça sent le cramé, c'est une horreur en fait. Donc on est dans une catastrophe humaine, écologique, politique en fait. C'est pas comme si tout ça n'avait pas été prévu. Je rappelle que l'État avait missionné justement les experts qui alertent depuis 2010. Depuis 2010, on sait que ça va cramer, bien sûr. Fait, Donc moi j'ai écouté aussi les pompiers que je salue pour leur dévouement, leur abnégation. Je me souviens aussi qu'on refusait une prime de risque. J'entendais les commandants expliquer que les cagoules protégeaient moins que les masques. Je me rappelle que le 3 janvier, Macron leur faisait taper sur la gueule par les flics. À un moment donné, on est à l'envers dans ce pays. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire on est capable de fabriquer des Airbus. Depuis 2010, on n'a pas été foutu d'anticiper ça alors qu'on avait les infos. On n'équipe pas nos pompiers, on les maltraite en fait, et on maltraite comme ça les Français, le patrimoine. C'est une catastrophe. Oui. C'est une catastrophe de se retrouver. On est le tiers-monde des incendies. C'est-à-dire que moi j'ai observé ce qui se passait en Algérie, les moyens qui ont été déployés, la vitesse avec laquelle ils ont arrêté les feux. On a des leçons à apprendre. C'est une honte en fait ce qui se passe en France. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas qu'on en soit là, quoi. Moi j'ai honte. J'ai honte de ces services publics et de la façon dont ils sont dépouillés de moyens, de la façon dont on rogne surtout, dont on maltraite les gens, on tape même sur la gueule les pompiers. On en est là. C'est ça la France de Macron. Donc à un moment donné, oui, on est en colère. On est en colère comme les pompiers qui sont en colère, comme tous les écologistes qui sont en colère, comme tous les gens qui aiment la région. On a vu des biscarrosses. Les biscarrosses, c'est des images apocalyptiques. On voyait des chevaux, des animaux en train de courir au milieu de la ville. Mais où on est en fait? Ouais.
honnêtement, hein, vous devez sentir un peu ma colère dans la façon dont je l'exprime, mais c'est une honte, quoi. C'est une honte. Ils sont en train de détruire notre patrimoine, et ça, après, c'est que le début, parce que c'est-à-dire que on va voir que la saison, elle est morte pour toute la Gironde. Oui, et c'est sûr. Ça va être aussi une perte en termes de TVA pour le gouvernement. Hein. Donc ça va. Mais les conséquences, là où vous avez raison, Olivier, c'est que les conséquences, en réalité, on n'en est qu'au début. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il faut planifier, et c'est pour ça que Mélenchon a raison quand il dit qu'il faut planifier et que tout ça se prépare et qu'on fait pas n'importe quoi au dernier moment. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais la planification écologique, c'est pas délirant. Les climato-sceptiques, là, ils vont encore nous expliquer qu'on délire. Mais on en est là, en fait. Hein. Ne pas prendre au sérieux ce qui est le réchauffement de la planète qui est en train de se prendre, et ne pas anticiper, ne pas donner des moyens à nos pompiers, parce qu'on est capable d'augmenter les policiers, des fois à juste titre, hein, j'ai pas de problème, mais pourquoi on traite pas nos pompiers de la même façon Pourquoi les pompiers sont les mal aimés, finalement? Les délaissés, toujours un peu. Mais attendez, mais c'est un métier extraordinaire. Moi, j'ai une admiration profonde pour ces gens. Pourquoi? Et quand on sait en plus que 9 incendies sur 10, c'est la main de l'homme. Sans parler de... Alors, il y a la connerie de l'homme, mais il y a aussi les dangers de l'homme. Oui, ça c'est sûr. Et puis aussi les réactions parfois de l'homme quand on pense aux sanctions, quand on pense aux équipements du service public et autres. Et votre colère, on l'a entendu, hein, c'est pour ça que je vous ai laissé largement vous exprimer, Olivier. Et je crois aussi qu'elle est légitime. Beaucoup, le sentiment de honte que vous avez exprimé, il est sans doute partagé par énormément de monde. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On poursuit cette discussion avec vous, Mathéa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dans quel coin, Mathéa? Vous nous appelez pour d'où à peu près? Alors moi là, j'ai été évacué du coup 3 fois et je suis actuellement à Montalivet. Ok, et donc vous 3 fois, c'est-à-dire que vous étiez, si je lis bien ce qu'on m'a dit, vous étiez habitant d'Arès et vos parents étant du Porche, c'est là où vous étiez quand vous aviez dû un peu évacuer, j'imagine, pour la deuxième fois? C'est ça, en fait j'étais chez mes parents au Porche du coup quand l'incendie est arrivé pas loin de la maison. J'ai mon frère aussi qui habite à 300 mètres environ de chez mes parents. Donc en effet quand le feu est arrivé, on a eu les policiers qui sont venus, qui nous demandaient d'évacuer la maison. Donc là c'est tout un monde qui s'écroule, on va dire. Faut prendre des choses qui vont servir. On sait pas pour combien de temps on part, donc c'est vrai que c'est assez compliqué comme situation quand ça arrive. Mais ça, on l'entend, Mathéa. Et comment ça s'est passé en termes aussi d'évacuation? Parce que on a vu quelques habitants qui nous ont dit ça s'est quand même pas fait parfois dans les règles de l'art, même s'il n'y avait pas un gros sentiment de panique, ça a été plus complexe par moment. Est-ce que vous avez ressenti ça au moment des 3 évacuations ou ça s'est quand même bien passé? Alors ça s'est très bien passé au Porge. On a même pu aider les policiers parce qu'ils étaient un peu sous l'eau pendant un moment, donc on a pu les aider dans notre rue à aller voir les voisins, leur dire que il fallait évacuer, etc. Je dirais que la pire évacuation qu'on a vécue, c'est celle à Andernos où on dirait que toute la population est partie en même temps vers Bordeaux, ce qui a créé des bouchons énormes. On a passé 3 heures dans les bouchons pour essayer de rejoindre Bordeaux, quoi. Et là, pour vous, dans les prochaines semaines, pour les prochaines semaines, pour les prochaines heures, c'est comment vous voyez les choses? On est dans l'attente. C'est vrai que là, on est sur Montalivet. On est loin. Ça peut vite arriver, mais on essaye de garder espoir. On s'informe, on regarde les infos, on attend de voir un peu ce qui se passe et puis on prie que tout ça s'arrête. Oui, ça c'est sûr, et il va falloir que ça s'arrête très très vite. Merci beaucoup, Mathéa, d'avoir été avec nous au 0826 300 300, sachant qu'il y a évidemment d'autres témoignages et d'autres situations sur lesquelles on va devoir s'arrêter. Dans un instant, il y a des situations sur lesquelles on va devoir s'arrêter, à savoir le ministre de l'Intérieur qui va s'exprimer sur cette situation dans quelques temps. Je vous propose qu'on marque une petite page de publicité, forcément avec un peu d'avance. On essaiera ensuite de retrouver la prise de parole du ministre de l'Intérieur et ensuite on partira sur notre grand entretien comme prévu entre 12h30 et 13h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. 0826 300 300, on poursuit la discussion, vous le savez, jusqu'à 12h30, on vous écoute, on vous entend, vous êtes au cœur de nos préoccupations ici sur Sud Radio avec ce qui se passe du côté de la Gironde avec des incendies et des flammes qui ravagent le territoire. On voit des efforts militaires, des efforts civils qui sont de plus en plus importants. Dans quelques minutes, vous pourrez suivre sur Sud Radio la prise de parole du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui va forcément nous tenir au courant, les hectares brûlés, les évacuer. Est-ce que de nouvelles décisions vont être prises? Est-ce que du budget supplémentaire va être alloué? Est-ce que de nouveaux véhicules seront déployés? Est-ce que par rapport à la fameuse entraide avec l'Union européenne, est-ce qu'on va avoir de nouveaux appareils? On pense au Canadair, on pense au Dash, on pense en tout cas à des hélicoptères notamment, à des avions. Est-ce que cela va être au cœur des préoccupations? Ce sera donc la prise de parole à suivre de Laurent Nunez dans quelques minutes sur Sud Radio. D'ici là, on poursuit la conversation et on se retrouve avec vous, Patrick. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Patrick. Je suis ravi de vous avoir parce que vous nous avez appelé tout à l'heure durant le débat entre 10h30 et 11h concernant en effet la responsabilité qu'on pourrait imputer au président de la République. Et vous aviez quelque chose à nous dire quand même sur ce manque d'anticipation par rapport aux hélicoptères. Racontez-nous. Mais oui, écoutez, les responsabilités pour moi sont partagées. Elles datent de beaucoup d'années en arrière. Je dirais même d'une bonne vingtaine d'années. Moi, je suis retraité, si vous voulez, d'Eurocopter et d'Airbus hélicoptère maintenant. Et il y a de cela bien une vingtaine d'années, nous nous battions pour faire en sorte que l'État prenne en compte dans la sécurité civile la construction, je dirais la réalisation d'hélicoptères anti-feu. Pourquoi ? Parce que nous étions dans une région où nous étions très sensibles à ce genre d'incendie, et que les hélicoptères anti-feu sont les premiers à intervenir sur les lieux du feu. Et nous avons un exemple aujourd'hui dans le parc des Écrins. Je ne sais pas si vous avez vu ça dernièrement, la semaine dernière. Dans le parc des Écrins, il a brûlé 500 hectares, alors que si un hélicoptère ou deux anti-feu avaient anticipé le départ du foyer, eh bien ça ne serait pas arrivé. Alors on loue aujourd'hui des hélicoptères anti-feu, mais on les loue à des partenaires privés, alors que la sécurité civile, il n'y a pas que le Canadair qui peut intervenir. On a la possibilité aussi, nous, de construire, si vous voulez, dans nos entreprises françaises, des amphibies Canadair. Et ça, si vous voulez, il y a eu un laxisme latent depuis des années de la part des différents gouvernements, et en particulier depuis 10 ans que le président Macron est au gouvernement, sur le régalien, sur ce qui sert aux personnes en priorité. On oublie tout ça. Voilà. Donc à chaque fois, en réalité, quand on vous entend, Patrick, on entend aussi ça, c'est-à-dire le manque d'anticipation en permanence sur des sujets comme celui-ci en plus. Bien entendu, moi, vous savez, j'ai fait 44 ans dans l'aérospatiale, dans l'aéronautique. Si on prévoit pas, on peut pas élaborer des programmes. Donc, en principe, nous avons des gouvernements qui préfèrent donner de l'argent à l'étranger pour faire de la guerre en Ukraine, pour alors qu'on a besoin en France de matériel pour pallier si vous voulez, à ce genre de soucis. Aujourd'hui, on sera de plus en plus assujetti à ce genre de feu, parce que le feu, il part pas tout seul. Il y a 99% de chances que s'il est d'origine humaine. Alors d'origine humaine, soit accidentelle, soit volontaire. Et là aussi, il y a un laxisme latent de la part de l'État. Moi, j'arrive pas à comprendre, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Je ne comprends pas qu'un fourgon prend feu au bord d'une route en fin d'après-midi avec grand vent. Et c'est à chaque fois pareil. Le feu qu'il y a eu sur l'Estac à Marseille, c'est une voiture qui est partie, qui a brûlé au bord de l'autoroute à 17h par grand vent. Voilà. Est-ce une nouvelle forme de terrorisme ? Je sais pas. Voilà. En tout cas, là, vous avez raison, Patrick. Je sais pas s'il faut tout de suite poser toutes ces questions, mais beaucoup d'experts s'inquiètent en effet, notamment quand on regarde la carte des feux, de savoir si c'est accidentel. Il y a peut-être une part d'accidentel dans tout ça, mais s'il n'y a pas un monde où il existe, où ça faisait partie en effet de quelque chose qui pourrait ressembler à une organisation. En effet, vous avez raison. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir appelé au 0826 300 300. On poursuit avec vous, Linda. Bonjour.
Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Comment vous regardez, vous, tout ce qui se passe? La première question d'abord, est-ce que vous, personnellement, vous êtes concerné par cela? Vous êtes un peu loin quand même de cette situation cataclysmique? Non, moi, actuellement, moi je suis de Pau et actuellement je suis au Pays Basque, donc toute la 63 est bloquée. Il y a pas mal d'embouteillages du côté du Pays Basque, puisque les voitures se retrouvent à faire tout le tour pour reprendre la 65, donc à repartir sur la 64 et reprendre la 65 pour arriver sur Bordeaux. Donc moi déjà d'une part, je regarde tout ça, j'en ai encore pleuré ce matin, très sincèrement, parce que c'est notre région, on l'aime, on y a grandi, on y a passé du temps. Savoir que ce sont des prestataires de chez Enedis qui ont fait des travaux. Alors moi déjà, ça faisait plus de 2 semaines, je n'arrête pas de râler. Tout le temps, les travaux sont effectués avant l'été. À un moment donné, il va falloir que toutes ces entreprises comprennent qu'en été, on ne fait pas de travaux. Voilà. Parce que déjà, il y a une arrivée de touristes, on est une région quand même touristique, il y a encore plus de monde, donc ça crée des embouteillages, c'est agréable pour personne. Et en plus de ça, avec la végétation maintenant et les températures qui vont faire qu'augmenter, c'est vraiment pas le moment de faire ce genre de choses. Donc je pense qu'Enedis est responsable. Je pense qu'à un moment donné, il faudra tirer les responsables et ces gens-là devront payer. Ça, c'est pour la première chose. Ensuite, écoutez, ce qui me touche beaucoup au-delà des humains, bien qu'on voit beaucoup de fraternité actuellement et tout ça, je sais que eux sont pris en charge, mais c'est la cause animale. Donc je sais qu'il y a pas mal d'associations qui sont vent debout, mais je trouve que ce sont les grands oubliés. Ils sont essentiels. Ça fait partie de notre région aussi, c'est notre faune et notre flore. Et tous ces animaux qui sont abandonnés chez eux au moment des évacuations, je trouve que c'est une honte. Je ne veux juger personne aujourd'hui, mais je trouve que c'est une honte. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, qui me font mal. Et en même temps, actuellement, on ne peut que prier pour ces personnes et voilà, faire en sorte que tout ça s'arrange, parce que c'est vraiment une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Merci beaucoup Linda d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On poursuit un peu la conversation avec, je vous le disais, dans les prochaines minutes normalement, le ministre de l'Intérieur, dont l'intervention sera à suivre ici sur Sud Radio, le point sur la situation avec les nombres de prévisions et le nombre bien sûr de moyens qui seront ou pas déployés dans les prochaines heures. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelés. 0826 300 300. On discute également de la conversation et on échange avec vous. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directement concernée par la situation, Sophie, parce que vous avez été évacuée hier, c'est ça? Oui, j'ai été évacuée samedi à 23h30. J'habite à Mios. Voilà, j'ai été récupérée. Et alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Mais j'ai reçu mon alerte à 23h30, donc je suis partie avec très peu d'affaires et mon chat qui est diabétique, son traitement. Je me retrouve avec mes voisins dehors, pris dans les embouteillages. Voilà, sur l'alerte, après il disait que je pouvais aller vers Agen. Et je suis passée par Villandreau et là il y avait la salle des fêtes qui était ouverte et là, formidable, vraiment un accueil chaleureux. La solidarité, vraiment. La générosité, tout ce qu'on voit de bien dans des moments qu'on peut traverser comme celui-ci. Oui, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais avec mon chat et le lendemain, tout le monde était là, évidemment, il y avait pas mal d'animaux aussi. Et une dame est venue s'asseoir sur mon lit de camp à côté de moi, elle m'a dit, madame, ma maison vous est grande ouverte. Excusez-moi, je suis très émue. On le comprend, Sophie, on le comprend. Et je voulais remercier tous les gens de Villandreau qui ont ouvert leur maison, qui ont proposé leur aide. Mon ami Denis, qui m'héberge à la feste avec mon chat, voilà, qui est pas très loin. Là, je suis sur mon lieu de travail à la Teste et voilà, ça a été, en tout cas, c'est une très belle entraide et au niveau humain, c'est très très fort. Mais oui, voilà. Mais c'est ça qui est objectivement assez merveilleux dans cette période qui bien sûr montre le pire, avec tout ce qu'on sait, les incendies, des habitats, beaucoup d'habitants qui certainement ne reverront pas les maisons, outre les dégâts en plus bien sûr que cela représente pour la nature, pour la région, pour nous tous. Il y a quand même cette chose assez extraordinaire, c'est la solidarité presque naturelle, presque spontanée de la plupart des habitants, des maires, des communes aux alentours. On sent tout d'un coup que là, le mot collectif prend tout son sens. Exactement. Et quand je vois quelqu'un qui commence à faire des polémiques, comme un député de la France Insoumise, qui commence à atomiser les bourgeois du Cap Ferré, oui, on a obligé des impôts, mais moi j'ai des clients qui ont des villas au Cap Ferré, qui payent des impôts, ils savent qu'ils sont privilégiés, ils ne se plaignent pas. Il faut arrêter de généraliser, ça me dégoûte. Puis de pointer du doigt en plus, Sophie. C'est ça aussi qui est toujours un peu répugnant dans ce type d'attitude, c'est de pointer du doigt des gens qui n'ont rien volé à personne en plus. Mais exactement, mais qu'ils arrêtent, quoi. Il faut arrêter, quoi.
qui se balayent devant leur porte. Hein. On voit les raisonnements qui tiennent parfois. Alors je mets pas tout le monde dans le même panier. Attention, mais là je suis révoltée. J'en ai entendu un ce matin. Ça m'a vraiment dégoûtée parce que moi je suis née à Bordeaux, mais je suis issue d'une des plus vieilles familles du bassin. Je connais beaucoup de monde au Cap Ferré et il faut arrêter de faire des procès aux gens comme ça. Il y a des gens très bien. Il y a des gens qui, quand il y a eu le Covid, ils se sont manifestés, ils ont donné de l'argent, ils ont fait des choses fabuleuses. Mais il faut arrêter ça. C'est horrible, quoi. Franchement, cette mentalité-là Non, je préfère ne rien en dire et de vous arrêter, Sophie. Là où vous avez raison, c'est de privilégier les actes que l'on peut voir qui sont des actes en réalité la plupart du temps des actes de bienveillance, des actes de générosité, des actes de spontanéité, de soutien. Et je pense que collectivement, c'est ça qu'on va préférer retenir. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil, Sophie, et bon courage pour les prochaines heures et les prochains jours. Nous avons conscience qu'ils seront forcément un peu plus pénibles que n'importe quel jour d'été. Dans un instant sur Sud Radio, on revient avec notre grand entretien. On en a beaucoup parlé en fin de semaine dernière. C'est ce qui s'est passé à Crépol. Nous étions en 2023, un jeune Thomas mort. Et depuis, beaucoup de témoins qui affirmaient qu'il y avait quand même parmi cette bagarre ce soir-là qui a mal tourné, parmi cette risque, il y avait quand même eu beaucoup de mots concernant le caractère, contenant un caractère raciste. Certains avaient même exprimé, avaient certifié devant la justice qu'il avait été prononcé les mots de « on est là pour planter du blanc ». Eh bien, revirement de dernière minute de l'instruction qui décide finalement de retenir cette circonstance aggravante contre les prévenus et qui pourrait forcément avoir un très large retentissement. Dans un instant, nous serons avec Erwan Seznec qui travaille au Point, qui a écrit un article qui nous pousse à cette réflexion. Mort de Thomas à Crépol, est-ce qu'on se dirige vers le premier grand procès du racisme anti-blanc? On en discute avec lui dans une poignée de secondes. À tout de suite.